avait passé toute la matinée à me maquiller avec soin, non pour impressionner qui que ce soit, mais pour dissimuler l'épuisement dans mes yeux. J'étais enceinte de 6 mois, et chaque mouvement s'accompagnait d'inconfort, mais je ne voulais pas manquer le mariage de mon beau-frère Alexandre. Pas seulement parce que c'était la famille, mais parce qu'une partie de moi espérait encore que Mathieu, mon mari, me verrait à nouveau comme la femme à qui il avait promis l'amour, pas comme un fardeau. Le taxi me déposa devant l'église Saint-Polycarpe dans le centre de Lyon. C'était une structure imposante, ses pierres dorées brillant sous le soleil printanier. J'ajustais ma robe couleur aubergine que j'avais choisie avec soin pour cacher les bleus sur mes bras et le gonflement qui ne venait jamais uniquement de la grossesse. Je respirais profondément, sentant l'arôme des tilleuls en fleurs des arbres proches, essayant d'absorber un peu de leur force avant d'entrer. La cérémonie était terminée et tous se dirigeaient vers la salle pour le banquet. Je me glissais discrètement parmi les invités, saluant de brefs sourires ceux que je reconnaissais. La famille de Mathieu était nombreuse et unie, originaire d'un petit village du Beaujolais où tout le monde se connaissait. Moi, née à Paris mais élevée à Marseille, je m'étais toujours sentie comme une étrangère parmi eux, trop citadine, trop indépendante selon les mots de ma belle-mère, Madame Carmen. « Isabelle, tu es venue !» La voix de Marie, la sœur cadette de Mathieu, me parvint à travers le brouhaha des conversations. Elle s'approcha pour m'embrasser, avec précaution à cause de mon ventre. Son visage reflétait un mélange de joie et d'inquiétude. Je n'étais pas sûre que tu viendrais après... Enfin, tu sais, après que Mathieu eut cassé une assiette sur mon dos il y a 3 jours. Après qu'il m'eut crié que j'étais une incapable, parce que le gratin dauphinois que j'avais préparé était trop sec. Après qu'il m'eut menacé de me mettre à la rue si je n'apprenais pas à me comporter comme une vraie lyonnaise. Je ne manquerais le mariage d'Alexandre pour rien au monde, répondis-je en forçant un sourire. Où est Mathieu ? L'expression de Marie changea subtilement. Il est dans la cour, avec papa et les oncles. Ils boivent du pastis en parlant politique, tu sais comment ils sont. J'acquiesçai, remerciant mentalement ces quelques minutes de paix avant de lui faire face. La salle était décorée de fleurs d'oranger et de jasmin, emplissant l'air de leur parfum. Les tables étaient couvertes de nappes blanches et de centres de table avec des bougies flottantes dans l'eau. La famille de Camille, la mariée, avait apporté des éléments de sa Provence natale. Des petits sachets de lavande, comme souvenir pour les invités, et des bouteilles d'huile d'olive pour les hommes. Je m'assis à une table éloignée, observant les gens rire et danser. Les couples plus âgés se déplaçaient au rythme d'une valse musette, tandis que les jeunes attendaient impatiemment que la musique moderne commence. Je vis ma belle-sœur Hélène, la sœur aînée de Mathieu, me regarder de loin. Contrairement à Marie, elle avait toujours été froide avec moi, comme si elle savait que je n'avais pas ma place ici, comme si elle pouvait voir à travers ma façade et remarquer les bleus que je m'efforçais tant de cacher. Le temps passait, et la tension dans mon corps grandissait. Chaque minute où Mathieu n'apparaissait pas était un répit, mais augmentait aussi mon anxiété. Parfois sa colère était pire quand il avait bu, d'autres fois quand il était trop sobre. Je ne savais jamais à quoi m'attendre. C'est alors que je le vis entrer dans la salle, entouré de ses cousins. Il portait le costume gris que je lui avais repassé ce matin-là, avant de quitter furtivement la maison, pendant qu'il cuvait sa gueule de bois. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, et de loin, avec son large sourire et sa posture assurée, il ressemblait à l'homme dont j'étais tombée amoureuse à l'université. Le professeur de littérature qui m'avait conquise avec des poèmes de Baudelaire et des promesses d'un amour qui transcenderait le temps. Nos regards se croisèrent à travers la salle. Pendant un instant, une lueur de l'ancienne chaleur apparut dans ses yeux. Mais ce fut éphémère, comme une allumette craquée sous la pluie. Son expression changea, le masque tomba, et je vis ce qu'il ressentait vraiment. Du mépris, une haine froide qui me glaça le sang. Il commença à avancer vers moi, se frayant un chemin parmi les invités, bousculant sans s'excuser quiconque se mettait sur son passage. Mon corps se tendit instinctivement, se préparant à ce qui allait arriver. La musique continuait de jouer, les rires fusaient, mais pour moi, le monde s'était réduit à cet homme s'approchant, les poings serrés et la mâchoire crispée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-il en arrivant à côté de moi, son haleine chargée d'alcool. « Je t'avais dit de ne pas venir. C'est le mariage de ton frère. » répondis-je à voix basse, essayant de ne pas attirer l'attention. Je devais être là. Tu devais être là? Ou tu voulais que tout le monde voie à quel point tu es pathétique? Tu voulais que ma famille ait pitié de toi?
Sa voix montait de volume à chaque mot. Quelques personnes proches commencèrent à nous regarder. « Mathieu, s'il te plaît » suppliai-je, plaçant une main sur mon ventre dans un geste protecteur. « Pas ici. » Il regarda autour de lui, remarquant les regards, et força un sourire. Il se pencha près de mon oreille, et d'une voix douce, comme s'il me disait des mots d'amour, il murmura « Tu es une honte. Regarde-toi, grosse et inutile. Je ne sais même pas si ce bâtard est de moi. » Je sentis les larmes menacer de couler, mais je les retins. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Pas ici, pas aujourd'hui. J'avais supporté 2 ans d'insultes, de coups et d'humiliations. J'avais appris à construire une forteresse intérieure où me réfugier quand les choses tournaient en mal. Mais quelque chose en moi se brisa à ce moment-là. Peut-être était-ce de voir tant de familles heureuses autour, ou peut-être était-ce de penser au bébé qui grandissait en moi, qui méritait une vie meilleure que celle-ci. Je vais saluer Camille, dis-je en essayant de me lever. Sa main se referma comme un étau autour de mon poignet. « Toi, tu ne vas nulle part, » ordonna-t-il, ses yeux brûlants de rage. Puis, en un instant, son visage changea. La musique s'arrêta, et une voix annonça que les mariés allaient entrer dans la salle. Mathieu me lâcha, composa son sourire le plus charmant, et se tourna pour applaudir avec le reste des invités. Et moi, je restai là, me frottant le poignet, observant comment mon mari se transformait en l'homme que tout le monde aimait, le professeur respecté, le frère fier, l'ami loyal, l'homme que personne ne croirait capable de briser sa femme en 1000 morceaux. Personne sauf moi, qui portais chaque fragment dans mon corps et dans mon âme. Les mariés entrèrent dans la salle sous les applaudissements et les acclamations. Camille resplendissait dans sa robe blanche brodée de motifs traditionnels, une coutume de son village en Provence. Alexandre la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Ce genre d'amour existait. Je l'avais connu une fois, avant que Mathieu ne change, ou peut-être avant qu'il ne montre sa vraie nature. Je restais dans mon coin, observant le bonheur des autres, comme quelqu'un qui regarde à travers une vitre embuée. Les gens commencèrent à s'approcher de la table d'honneur pour féliciter les jeunes mariés. Je décidai d'attendre. Je ne voulais pas croiser Mathieu en chemin. « Tu devrais manger quelque chose », dit une voix à côté de moi. C'était Lucie, la cousine de Camille, que j'avais rencontrée pendant les préparatifs du mariage. « Ce n'est pas bon que tu restes tant d'heures sans rien avaler, surtout dans ton état. » Je souris avec gratitude, tandis qu'elle plaçait devant moi une assiette avec du jambon de Bayonne, du comté et du pain grillé à la tomate. L'arôme réveilla mon appétit, qui avait été engourdi par la peur. « Merci », murmurai-je en prenant un morceau de pain. « C'est très gentil de ta part. »« Ce n'est rien, » répondit Lucie en s'asseyant à côté de moi. « Il te reste combien de temps avant d'accoucher ?»« 3 mois, » répondis-je, sentant un mouvement en moi, comme si mon bébé répondait à la question. Bien que parfois j'ai l'impression que c'est une éternité. Lucie acquiesça, compréhensive. Ma sœur a accouché il y a 6 mois. Elle disait que les derniers mois sont les plus durs, mais que tout s'oublie quand tu as ton bébé dans les bras. Pendant que nous parlions, je vis que Mathieu avait rejoint un groupe d'hommes près du bar. Ils riaient bruyamment, trinquant avec leur verre de vin rouge. Un instant, je me permis de me détendre. Peut-être que la présence de tant de gens le tiendrait à distance. Peut-être qu'aujourd'hui je pourrais profiter de quelques heures de paix. Le repas commença à être servi. Une bisque de homard suivie d'un agneau rôti avec des pommes de terre et des légumes de saison. Le vin coulait généreusement, et à chaque verre que je voyais Mathieu prendre, mon anxiété grandissait. Je connaissais ce regard, cette lueur dangereuse dans ses yeux qui apparaissait après le 3e ou 4e verre. Quand les serveurs retirèrent les assiettes du second plat, je m'excusai auprès de Lucie et me dirigeai vers les toilettes. J'avais besoin d'un moment seul, loin des regards et du bruit. Le couloir menant aux toilettes était désert, éclairé par des appliques murales à lumière chaude. Je respirais profondément, appuyant une main sur le mur pour me soutenir. Le bébé avait été agité tout l'après-midi, comme s'il percevait ma tension. « Je te promets que tout ira bien », murmurai-je en caressant mon ventre. « Nous allons bien nous en sortir. » Mais même en prononçant ces mots, j'en doutais. Comment pourrais-je garantir la sécurité de mon enfant alors que je ne pouvais même pas me protéger moi-même ? L'idée qui germait dans mon esprit depuis des semaines revint avec force. Je devais partir. Quitter Mathieu avant la naissance du bébé. Retourner à Marseille, peut-être, où mon amie Sophie m'avait offert son aide. En sortant des toilettes, je me retrouvais face à Hélène,
la sœur aînée de Mathieu. Son regard était froid, évaluateur. « Mathieu te cherche », dit-elle sans préambule. Il n'a pas l'air content. Un frisson me parcourut le dos. « Merci de m'avoir prévenu. J'irai dans un instant. » Hélène plissa les yeux. « Tu sais, je n'ai jamais compris ce que mon frère t'a trouvé. Tu étais trop indépendante, trop moderne. Un homme comme Mathieu a besoin d'une femme qui connaisse sa place. » Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Alors elle savait. Peut-être que tout le monde le savait et préférait regarder ailleurs. La violence de Mathieu n'était pas un secret. C'était un comportement accepté, voire attendu. « Ton frère a besoin d'aide, » répondis-je, me surprenant moi-même par mon audace. « Et moi aussi. » Hélène rit sèchement. « Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à être une bonne épouse. Ma mère a supporté mon père pendant 40 ans sans se plaindre une seule fois. C'est comme ça, Isabelle. Les hommes sont les hommes. » J'eus envie de lui crier que nous étions au XXIe siècle, pas dans la France conservatrice de sa jeunesse, qu'aucune femme ne devrait supporter ce que j'avais supporté. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. La peur, cette vieille compagne, me réduisit au silence une fois de plus. Je retournai dans la salle d'un pas mal assuré. La musique avait repris, cette fois quelque chose de plus rythmé. De jeunes couples dansaient au centre, tandis que les plus âgés conversaient aux tables. Je cherchais Mathieu du regard, mais ne le trouvais pas dans la foule. Je décidai de m'approcher pour féliciter les mariés avant de partir. J'étais fatiguée, et la conversation avec Hélène m'avait laissé un goût amer. Peut-être pourrais-je prendre un taxi et rentrer à la maison avant Mathieu, faire semblant de dormir quand il arriverait. Alexandre me reçut avec une étreinte chaleureuse. « Isabelle, je suis tellement content que tu sois venue. Camille et moi étions inquiets de ne pas t'avoir vue. Je ne voulais pas déranger. M'excusai-je. Tout a été magnifique. Je suis très heureuse pour vous. » Camille se joignit à nous, rayonnante de bonheur. « Comment te sens-tu? Le bébé va bien? Tu dois prendre bien soin de toi. » Son inquiétude semblait sincère, et pendant un moment, je ressentis une pointe d'envie. Camille avait trouvé un homme bon, quelqu'un qui la regardait avec adoration, pas avec mépris. « Je vais bien. » mentis-je. « Un peu fatiguée, c'est tout. Je crois que je vais bientôt partir. » « Partir ?» La voix de Mathieu retentit derrière moi, me glaçant le sang. « Tu ne vas nulle part. » Je me tournai lentement. Il se tenait à quelques mètres, un verre à la main et la cravate desserrée. Ses yeux, injectés de sang, révélaient qu'il avait bu bien plus que ce que j'avais vu. « Mathieu ?» salua Alexandre, se tendant visiblement. « Isabelle est juste fatiguée. C'est normal dans son état. » « Son état ?» Mathieu rit, un son rauque et désagréable. « Tu sais ce qu'est vraiment son état, petit frère ? Un fardeau. Un putain de fardeau que je dois supporter. » Un silence gêné s'abattit sur notre petit groupe. Les invités proches commencèrent à regarder, certains discrètement, d'autres avec une curiosité ouverte. « Mathieu, s'il te plaît !» suppliai-je à voix basse. « Pas ici, pas aujourd'hui. Pas ici, pas aujourd'hui. » Sa voix monta de volume. « Pourquoi pas ? Tu as peur que tout le monde sache à quel point tu es inutile, à quel point tu vaux peu comme épouse. » Camille fit un pas en avant, s'interposant entre nous. « Mathieu, c'est notre mariage. S'il te plaît, respecte ce moment. » « Respect ?» Mathieu cracha le mot comme si c'était du venin. Qu'est-ce qu'elle sait du respect ? Elle se pointe ici, avec cette gueule dégoûtante, gâchant ta journée spéciale. La salle entière semblait s'être arrêtée. La musique continuait de jouer, mais personne ne dansait. Tous les regards étaient fixés sur nous, sur le drame qui se déroulait au milieu de ce qui aurait dû être une célébration d'amour. J'essayais de m'éloigner, mais Mathieu m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau avec une force brutale. « Où crois-tu aller ? Je n'ai pas fini avec toi. »« Lâche-la !» ordonna Alexandre, sa voix ferme mais tendue. « Tu es ivre, Mathieu. Va t'asseoir. Toi aussi ?» Mathieu laissa échapper un rire amer. « Toi aussi tu défends cette salope ? Tu sais ce qu'elle a fait ? Tu sais comment elle m'a humiliée ? » Je sentis mes jambes flageoler. Le monde se mit à tourner autour de moi, et un bourdonnement emplit mes oreilles. Cela ne pouvait pas arriver. Pas ici, pas comme ça. « Je n'ai rien fait, » réussis-je à dire, ma voix à peine audible. « S'il te plaît, Mathieu, rentrons à la maison. Parlons-en là-bas. » Parler ? Son visage se contracta en une grimace de mépris. «
J'en ai marre de parler. Marre de tes excuses, de tes larmes, de ton inutilité. Et alors, sans crier gare, cela arriva. Une seconde, j'étais face à lui. La suivante, je sentis une douleur aiguë, inimaginable, dans mon ventre. Son pied s'était écrasé contre moi avec toute la force de sa haine. Un cri collectif d'horreur parcourut la salle. Je tombai au sol, l'impact amorti par mes mains tendues. La douleur était aveuglante, brûlante, comme si on m'avait fendu en deux. Instinctivement, je me recroquevillai, protégeant mon ventre avec mes bras, tandis que les larmes coulaient sur mes joues. « Mon bébé !» criai-je, sentant un liquide chaud entre mes jambes. « Mon Dieu, mon bébé !» Les gens s'attroupèrent autour de moi. Quelqu'un criait d'appeler une ambulance. Une autre voix ordonnait de sortir Mathieu de là. À travers le brouillard de douleur et de peur, je vis mon mari debout, m'observant, son visage un masque inexpressif. Il n'y avait pas de regret, pas de remords, juste une froide satisfaction qui me glaça l'âme. À ce moment-là, alors que je luttais pour rester consciente, pour sentir les mouvements de mon enfant en moi, je sus avec certitude que je ne retournerais plus jamais avec lui. Si nous survivions à cela, mon bébé et moi, je ne permettrais plus jamais à Mathieu de nous toucher. Même si je devais fuir au bout du monde, même si je devais repartir de zéro sans rien, je trouverais le moyen de nous protéger. La douleur venait par vagues, de plus en plus intense. J'entendis des voix lointaines, sentis des mains douces sur moi, mais tout semblait se passer très loin, comme si j'observais la scène d'en haut. Ma dernière pensée cohérente, avant que l'obscurité ne me réclame, fut une prière silencieuse. S'il vous plaît, que mon bébé vive. S'il vous plaît, que ce ne soit pas notre dernière chance. Le chaos éclata autour de moi, tandis que je luttais pour rester consciente. À travers le brouillard de douleur, j'entendis une voix puissante qui trancha l'air comme un couteau. « Dehors, connard! Le mariage est fini !» Je ne reconnus pas immédiatement de qui était cette voix, mais elle résonnait avec une autorité qui n'admettait aucune réplique. J'essayais de fixer mon regard, clignant des yeux pour chasser les larmes. Parmi les silhouettes floues qui m'entouraient, je distinguais un homme grand qui se frayait un chemin dans la foule. C'était Xavier Moreau, le patron d'Alexandre dans l'entreprise de BTP où il travaillait, un entrepreneur respecté dans toute la région lyonnaise. Nous n'avions jamais échangé plus que des salutations courtoises pendant les préparatifs du mariage. C'était un homme sérieux, peu loquace, aux cheveux poivre et sel et aux yeux intenses qui semblaient en voir au-delà des apparences. Maintenant, ses yeux brûlaient de fureur alors qu'il se plantait devant Mathieu. « Tu as perdu la tête ?» rugit Xavier, son visage rougi par l'indignation. « Comment oses-tu frapper ta femme enceinte? Quelle espèce d'animal es-tu » Mathieu chancela légèrement, l'alcool embrumant son jugement mais pas son arrogance. « C'est une affaire de famille » marmonna-t-il en essayant de garder sa dignité. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Xavier laissa échapper un rire amer. « Familial? Tu en as fait un spectacle public. Tu as ruiné le mariage de ton frère et mis en danger la vie de ton enfant. La police est en route. » Autour de moi, la confusion était totale. Certaines femmes pleuraient, les hommes discutaient en petits groupes, indécis sur la conduite à tenir. Camille s'était agenouillée à côté de moi, me tenant la main et me murmurant des mots d'encouragement que je pouvais à peine comprendre. La douleur venait par vagues, de plus en plus intense, et la peur me serrait la gorge. « Mon bébé », réussis-je à murmurer entre deux sanglots. « S'il vous plaît, aidez mon bébé. L'ambulance arrive », m'assura Camille, son visage un masque d'inquiétude. Sa robe blanche était tachée de ce qui semblait être du sang. Mon sang. Tiens bon, Isabelle. Tout va bien se passer. Mais ses yeux, remplis de terreur, disaient autre chose. Pendant ce temps, la confrontation entre Xavier et Mathieu continuait. Mon mari, acculé et exposé, commençait à montrer sa vraie nature devant tout le monde. Il n'était plus le professeur charismatique, le frère exemplaire. C'était un prédateur blessé, et donc plus dangereux. « Pour qui te prends-tu » cracha Mathieu en faisant un pas menaçant vers Xavier. « C'est entre ma femme et moi. Elle est à moi. » Xavier ne recula pas d'un millimètre. Au contraire, il s'avança jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Mathieu. « Elle n'est pas à toi. Ce n'est pas un objet que tu possèdes. C'est un être humain qui mérite respect et dignité. Quelque chose que tu ne connais manifestement pas. »
Il y eut un murmure d'approbation parmi les présents. Je vis quelques-unes des tantes de Mathieu échanger des regards gênés. Combien d'entre elles avaient souffert en silence, comme moi? Combien avaient été témoins d'abus similaires et avaient regardé ailleurs au nom de la faux famille? Mathieu, se sentant acculé, fit ce qu'il faisait toujours quand il se sentait menacé. Il attaqua. Son poing s'éleva en direction de Xavier, mais celui-ci, plus rapide et sobre, l'esquiva avec facilité. D'un mouvement fluide, Xavier attrapa le bras de Mathieu et le tordit derrière son dos, l'immobilisant. « N'aggrave pas les choses », avertit Xavier, sa voix dangereusement calme. « Tu as déjà assez de problèmes. » Alexandre s'approcha alors, son visage tordu par des émotions contradictoires. Honte, rage, tristesse. « Emmène-le dehors », demanda-t-il à Xavier. « L'ambulance ne peut pas passer avec toutes ces voitures. Nous devons sortir Isabelle à l'extérieur. » Xavier acquiesça et, sans lâcher le bras de Mathieu, commença à le traîner vers la sortie. Mon mari se débattait, criant des obscénités, des menaces, des promesses de vengeance. Son masque était complètement tombé, révélant le monstre que je ne connaissais que trop bien. En les voyant s'éloigner, je ressentis un étrange mélange de soulagement et de terreur. Pour la première fois, quelqu'un avait tenu tête à Mathieu, avait nommé son abus pour ce qu'il était, mais je savais aussi que cela ne finirait pas là. Si je survivais, si mon bébé survivait, Mathieu ne nous pardonnerait jamais cette humiliation publique. Un nouveau spasme de douleur me transperça, et je criai sans pouvoir me retenir. Camille me serra la main plus fort. « Nous devons la déplacer », dit quelqu'un, une voix masculine que je reconnus comme celle du père de Camille, Monsieur Antoine, médecin à la retraite. Avec précaution, elle pourrait faire un décollement placentaire. Des mains douces me soulevèrent. La douleur était insupportable, mais je m'accrochais à la conscience de toutes mes forces. Je ne pouvais pas m'évanouir, pas maintenant. Je devais me battre, pour moi et pour mon enfant. On me transporta dans le hall d'entrée de la salle, plus frais et moins bondé. Quelqu'un avait improvisé une sorte de civière avec des nappes et des coussins des canapés. Monsieur Antoine m'examinait avec des gestes professionnels mais attentionnés. « Tu en es à combien, Isabelle ? 6 mois ?» demanda-t-il, sa voix délibérément calme. « Presque 7, répondis-je entre 2 halètements. « Mon bébé, nous allons faire tout notre possible, m'assura-t-il. L'ambulance sera là d'un moment à l'autre. Respire profondément, essaie de rester calme. » C'était plus facile à dire qu'à faire. La panique menaçait de m'étouffer. Et si je perdais mon bébé ? Et si c'était la goutte qui faisait déborder le vase de souffrance ? À ce moment-là, je haïs Mathieu avec une intensité que je n'avais jamais ressentie. Pas seulement pour le mal physique, mais pour toutes les années d'abus psychologiques. Pour m'avoir transformée en une ombre de la femme que j'avais été, pour m'avoir volé la joie que j'aurais dû ressentir à l'arrivée de notre enfant. Dehors, on entendait des sirènes approcher. Quelqu'un informa que la police était arrivée en premier et qu'ils arrêtaient Mathieu sur le parking. L'ambulance ne tarderait pas. « Isabelle !» Une voix douce m'appela. C'était Marie, la sœur cadette de Mathieu, agenouillée à côté de moi, les yeux pleins de larmes. « Je suis tellement désolée. J'aurais dû faire quelque chose avant. J'aurais dû t'aider. Ce n'est pas ta faute. » réussis-je à dire, bien que chaque mot fût un effort. Personne ne voulait voir ce qui se passait. Moi, je le voyais, avoua-t-elle, la voix brisée. Les bleus, les excuses, comment tu te recroquevillais chaque fois qu'il haussait la voix. Mais j'avais peur, Isabelle. Mathieu a toujours été dominant, même enfant. Et notre famille, tu sais comment ils sont. Je le savais. La famille de Mathieu appartenait à cette génération qui croyait que les problèmes conjugaux devaient rester à la maison, que le linge sale se lavait en famille. Le grand-père de Mathieu avait été un homme violent, m'avait-on raconté. Son père, bien que moins explosif, maintenait sa femme sous un contrôle strict. La violence était un héritage, transmis de génération en génération comme un poison silencieux. « Nous allons briser ce cycle », murmurai-je, plus pour moi-même que pour Marie. Si mon enfant vit, il ne connaîtra jamais cette obscurité. Les portes s'ouvrirent brusquement et les ambulanciers entrèrent, efficaces et rapides. En quelques minutes, ils m'avaient installé sur une vraie civière, m'avaient apposé une perfusion et des moniteurs pour contrôler mes constantes vitales et celles du bébé. « Il y a un rythme cardiaque fœtal », annonça l'un d'eux, et le soulagement que je ressentis fut si intense que de nouvelles larmes jaillirent de mes yeux. Faible mais présent, nous devons agir vite.
Tandis qu'on me sortait du bâtiment, je vis Xavier sur le parking, parlant à 2 policiers. Mathieu était assis sur la banquette arrière d'une voiture de police, son visage un masque de rage impuissante. Nos regards se croisèrent un instant, et dans ses yeux, je vis une haine pure, cristalline. Mais pour la première fois, cette haine ne me paralysa pas. Au contraire, elle me donna des forces. « Madame, y a-t-il quelqu'un que vous souhaitez pour vous accompagner dans l'ambulance ?» demanda une ambulancière tandis qu'on m'introduisait dans le véhicule. Avant que je puisse répondre, Xavier s'approcha. « J'irai avec elle, si cela vous convient, » dit-il en s'adressant autant à moi qu'à l'ambulancière. Les autres doivent rester pour parler à la police. J'acquiesçai faiblement. À ce moment-là, Xavier était un inconnu qui était devenu mon plus fervent défenseur. Je ne savais pas pourquoi il s'était impliqué si résolument, mais je lui en étais profondément reconnaissante. Une fois dans l'ambulance, tandis que les ambulanciers s'affairaient autour de moi, Xavier s'assit sur un petit banc près de ma tête. Il ne dit rien pendant quelques minutes, respectant la gravité du moment et le travail des soignants. « Merci », réussis-je à dire finalement, quand le sérum et les analgésiques commencèrent à faire effet, soulageant légèrement la douleur. Xavier secoua la tête. « Ne me remerciez pas, madame. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose. »« Mais personne d'autre ne l'a fait, » répondis-je. « Tout le monde a vu, pendant des mois, des années, et personne n'a rien dit. » Xavier serra les lèvres, son regard perdu dans un point lointain. « Ma sœur Chloé est morte des mains de son mari il y a 15 ans, » dit-il finalement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de l'ambulance. Personne ne l'a aidée, bien que tout le monde sût. Je n'ai pas pu la sauver, elle, mais je ne resterai plus jamais les bras croisés. Ces mots me frappèrent avec la force d'une révélation. La douleur de cet homme, transformé en action, avait peut-être sauvé ma vie et celle de mon enfant. C'était un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existait une possibilité de rédemption, de justice. L'ambulance filait à toute vitesse dans les rues de Lyon, sirènes hurlantes, tandis que je luttais pour garder espoir. Mon bébé était toujours vivant, luttant en moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais moi aussi prête à me battre. « Vous allez porter plainte, n'est-ce pas ?» demanda Xavier après un long silence. Je fermai les yeux, me permettant d'imaginer un avenir sans peur, sans violence, sans Mathieu. Un avenir où mon enfant grandirait en paix, où je retrouverais ma dignité, ma voix. « Oui, » répondis-je, et le mot sonna comme une promesse, un serment. Cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Xavier acquiesça, une expression de détermination sur son visage. « Vous ne serez pas seul, je m'en assurerai. » Alors que l'ambulance s'arrêtait devant l'hôpital, je ressentis un calme étrange. Le chemin qui m'attendait serait difficile, plein d'obstacles et de douleurs. Mais pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seule. Et cette certitude, plus que n'importe quel médicament, me donna la force d'affronter ce qui allait arriver. L'hôpital de la Croix-Rousse était un labyrinthe de couloirs blancs et de lumières fluorescentes. On me transféra immédiatement à l'unité des urgences obstétricales, où une équipe de médecins et d'infirmières m'entoura avec une efficacité professionnelle. Les voix se superposaient, tandis qu'ils prenaient mes constantes vitales, connectaient des moniteurs, et me posèrent des questions que je pouvais à peine traiter. « Madame Martin, je suis le docteur Hernandez, spécialiste en obstétrique », se présenta une femme d'âge mûr, avec des lunettes à monture fine et une expression sereine. « Nous allons faire tout notre possible pour vous et votre bébé. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé. » Je sentis un nœud dans ma gorge. Comment expliquer des années d'abus qui avaient culminé à ce moment? Comment condenser tant de douleurs en quelques phrases? « Mon mari m'a frappée », répondis-je finalement, les mots sortant comme des fragments de verre brisé. Il m'a donné un coup de pied dans le ventre pendant le mariage de son frère. La docteure maintint son expression professionnelle, mais je vis une lueur d'indignation dans ses yeux. Quand avez-vous senti le bébé bouger pour la dernière fois? J'essayais de me souvenir. Les dernières minutes avaient été un chaos de douleur et de peur. Dans l'ambulance, je crois. J'ai senti quelque chose de faible. Elle acquiesça et donna quelques instructions à l'infirmière. Bientôt, le son rapide et réconfortant du battement de cœur de mon bébé emplit la pièce, et des larmes de soulagement coulèrent sur mes joues. Le rythme cardiaque est stable, mais il y a des signes de souffrance fœtale, expliqua la docteure. Nous allons faire une échographie pour évaluer s'il y a un décollement placentaire ou d'autres dommages. Xavier attendait dehors.
mais une jeune infirmière au visage aimable resta à mes côtés, me tenant la main tandis que le gel froid s'étalait sur mon ventre. Ses yeux, pleins de compassion, me disaient ce qu'elle n'osait pas exprimer par des mots, qu'elle avait vu des cas comme le mien auparavant, beaucoup trop. L'image en noir et blanc du moniteur montrait mon bébé, mon petit combattant. La docteure étudiait l'écran avec intensité, déplaçant le transducteur avec précision sur ma peau. « Il y a un petit décollement placentaire », annonça-t-elle finalement. « Ce n'est pas assez grave pour nécessiter une césarienne d'urgence pour le moment, mais vous aurez besoin de repos absolu et d'une observation continue. Nous allons vous hospitaliser immédiatement. » « Mon bébé ira bien ? C'était la seule question qui importait. « Les prochaines 48 heures seront critiques, » répondit-elle avec honnêteté. « Mais il a une bonne taille pour son âge gestationnel et les paramètres sont encourageants. Nous allons vous administrer des corticoïdes pour aider à maturer ses poumons au cas où il faudrait avancer l'accouchement. » Tandis qu'on me transférait dans une chambre privée, je vis 2 policiers attendre dans le couloir. L'un d'eux, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux relevés en un chignon sévère, s'approcha de ma civière. « Je suis l'inspectrice Dubois », se présenta-t-elle. « Nous aurons besoin de prendre votre déposition quand vous vous sentirez en état, Madame Martin. »« Pas maintenant », intervint la docteure avec fermeté. « La patiente a besoin de se reposer. Le stress pourrait aggraver son état. » L'inspectrice acquiesça, compréhensive. « Bien sûr, docteur. Nous reviendrons demain si son état le permet. » Elle se tourna vers moi et ajouta à voix plus basse « Votre mari est en garde à vue. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui maintenant. » Ces mots furent comme un baume. Pour la première fois depuis des années, je pourrais dormir sans craindre ce qui pourrait arriver pendant la nuit, sans la terreur de me réveiller avec ses mains autour de mon cou ou ses insultes me vrillant les oreilles. La chambre était simple, mais confortable. Des murs d'un ton pêche doux, une fenêtre donnant sur les jardins de l'hôpital, maintenant obscurcis par la nuit, et un fauteuil inclinable à côté du lit. On me connecta à plusieurs moniteurs qui enregistraient mes constantes vitales et celles du bébé. Le son rythmique de son cœur une constante rassurante. Quand on nous laissa enfin seuls, Xavier, qui avait attendu patiemment, entra dans la chambre. Il semblait épuisé, la cravate défaite et le costume froissé. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il en s'asseyant dans le fauteuil. « Mieux » répondis-je, surprise de constater que c'était vrai. La douleur physique avait diminué grâce aux médicaments, et le soulagement de savoir que mon bébé était toujours vivant était immense. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Xavier fit un geste dédaigneux de mes paroles. Vous ne me devez rien. Ce qui importe maintenant, c'est que vous vous rétablissiez et que votre enfant naisse en bonne santé. Nous restâmes en silence quelques minutes, le seul son étant le bip constant des machines. Il y avait une étrange intimité dans ce moment, une connexion forgée dans le feu de la crise. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dis-je finalement. Il acquiesça. « Pourquoi vous êtes-vous autant impliqué ?»« Ne vous méprenez pas. Je vous suis profondément reconnaissante, mais vous ne me connaissez pas. » Xavier soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Comme je vous l'ai dit dans l'ambulance, ma sœur Chloé est morte des mains de son mari. Elle avait 32 ans et était enceinte de 8 mois. » Il fit une pause, déglutissant visiblement. Toute la famille savait qu'il la maltraitait. Les voisins le savaient. Ses collègues de travail le savaient. Je le savais. Mais personne n'a rien fait d'assez énergique. Nous lui avons offert de l'aide, oui, mais quand elle la refusait par peur, nous nous retirions en respectant sa décision. Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Je suis tellement désolée », murmurai-je, ressentant sa douleur comme la mienne. Le jour où il l'a tuée, il l'avait frappée si brutalement que le bébé est né mort. Elle a survécu assez longtemps pour arriver à l'hôpital, mais a succombé à une hémorragie interne. Xavier me regarda directement, ses yeux brillants de larmes contenues. Je me suis promis que je ne regarderai plus jamais ailleurs, que je ne respecterai plus jamais le droit d'un homme à détruire sa famille. J'étendis ma main et il la prit. Un bref contact humain qui communiquait plus que les mots. 2 âmes unies par la douleur, cherchant la rédemption dans l'acte de briser le cycle de la violence. « Que va-t-il se passer maintenant avec Mathieu ?» demandai-je après un moment. « Il est en garde à vue pour blessures graves et violences conjugales. Avec autant de témoins, il ne pourra pas s'en tirer aussi facilement cette fois. » Xavier fit une pause. « Mais ils auront besoin de votre témoignage, Isabelle. Et ce sera dur. » J'acquiesçai, consciente du chemin qui m'attendait.
Les interrogatoires, le procès, revivre chaque humiliation, chaque coup. La honte publique, les regards de pitié, les inévitables commentaires de ceux qui diraient que j'aurais dû le quitter avant, comme si c'était si simple. Je ne peux pas retourner avec lui, dis-je, plus pour moi-même que pour Xavier. Même si je le voulais, ce que je ne veux pas, je ne peux pas exposer mon enfant à ça. Vous n'aurez pas à le faire, affirma Xavier avec conviction. Il y a des ressources, il y a de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je voulais le croire. Après des années à me sentir isolée, piégée dans un réseau de manipulation et de peur, l'idée d'avoir du soutien semblait presque irréelle. Mon téléphone, que quelqu'un avait placé sur la table de nuit à côté du lit, se mit à sonner avec insistance. Sur l'écran apparaissaient des dizaines de notifications. Appels manqués de la famille de Mathieu, messages textes, certains de soutien, d'autres accusateurs. C'était comme si tout Lyon savait déjà ce qui s'était passé. « Vous devriez vous reposer », suggéra Xavier en se levant. « Je reviendrai demain voir comment vous allez, si cela vous convient. »« S'il vous plaît », répondis-je, surprise de voir à quel point je désirais qu'il revienne. Ce n'était pas une attirance romantique, mais quelque chose de plus fondamental. Le besoin humain d'un allié quand le monde s'effondre autour de soi. Quand il partit, la chambre parut plus grande et plus vide. Mais je ne ressentis pas de peur. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais profondément, sentant comment l'air emplissait mes poumons sans la pression constante de la terreur dans ma poitrine. Cette nuit-là, je reçus d'autres visites. Marie, la sœur de Mathieu, qui pleura et me demanda pardon à plusieurs reprises. Camille et Alexandre, qui avaient reporté leur lune de miel pour être avec moi. Et même la mère de Mathieu, Madame Carmen, qui entra dans la chambre d'un pas hésitant, comme une vieille femme soudainement, les yeux rougis. « Je suis désolée, ma fille », dit-elle simplement en s'asseyant à côté de mon lit. « Je suis tellement désolée. » Je ne sus quoi répondre. Cette femme, qui pendant des années avait ignoré les signes, qui avait justifié le comportement de son fils, qui m'avait fait me sentir inadéquate et faible, semblait maintenant sincèrement repentante. « Tu sais, » continua-t-elle, sa voix à peine un murmure, « quand j'étais jeune, mon mari aussi, enfin, il avait ses manières. Je pensais que c'était normal, que toutes les femmes le supportaient en silence, comme moi. » Elle prit ma main entre les siennes, ridée et tachée par l'âge. « Je n'ai jamais voulu que mon fils soit comme ça. Je n'ai jamais pensé... » Ces mots se perdirent dans un sanglot étouffé. Et à ce moment-là, je compris que le pouvoir de Mathieu s'était construit sur le silence de femme, comme sa mère, comme moi. Un silence qui, une fois brisé, laissait à découvert la fragilité de sa tyrannie. Le moniteur du bébé enregistra un mouvement, un petit saut dans la ligne qui indiquait ses constantes vitales. Mon enfant, défiant les probabilités, luttant pour vivre, si petit et déjà si fort. Cette nuit-là, alors que l'hôpital sombrait dans la quiétude de l'aube, je ressentis un étrange sentiment de paix. Le chemin serait difficile, mais j'avais fait le premier pas. Et mon enfant et moi marcherions ensemble vers un avenir où la peur ne dicterait pas nos vies. Le masque de Mathieu était tombé, et avec lui, le pouvoir qu'il avait sur moi. Il n'était plus invincible. Il n'était plus intouchable. C'était simplement un homme violent dont les actions auraient enfin des conséquences. Je restai à l'hôpital pendant 2 semaines. Les médecins insistaient pour me maintenir sous observation constante en raison du décollement partiel du placenta et du risque d'accouchement prématuré. Chaque jour, où mon enfant continuait de grandir en moi, était une petite victoire, un miracle que nous célébrions avec prudence. Ma chambre devint un étrange centre de pèlerinage. Des personnes que je connaissais à peine venaient me rendre visite, certaines apportant des fleurs ou des petits cadeaux pour le bébé, d'autres simplement pour montrer leur soutien. Je ressentais un mélange de gratitude et de honte devant tant d'attention. Pendant des années, j'avais caché ma souffrance, convaincue que personne ne me croirait, que tout le monde serait du côté de Mathieu. Maintenant, je découvrais que beaucoup avaient soupçonné la vérité, mais n'avaient pas osé intervenir. L'inspectrice Dubois vint prendre ma déposition le 3e jour. C'était une femme directe, mais compatissante, avec ce genre de regard qui semble voir à travers les excuses et les demi-vérités. « J'ai besoin que vous me racontiez tout », dit-elle en s'asseyant à côté de mon lit, avec un enregistreur et un carnet. Depuis le début. Et c'est ce que je fis. Je lui parlais de ma rencontre avec Mathieu à l'université, de son charme initial, des petits signes que j'avais ignorés, sa jalousie excessive,
son besoin de contrôler mes mouvements, sa façon de m'isoler progressivement de mes amis et de ma famille. Je lui racontais comment les insultes avaient cédé la place aux bousculades et celles-ci aux coups. Comment chaque épisode était suivi de remords et de promesses qui n'étaient jamais tenues. Comment, peu à peu, j'avais perdu confiance en moi, jusqu'à croire que je méritais ce traitement. L'inspectrice écoutait sans juger, posant des questions occasionnelles pour clarifier des détails. Quand j'eus fini, elle éteignit l'enregistreur et me regarda avec une intensité qui me fit me sentir exposée. « Savez-vous combien de femmes j'ai vues dans votre situation, Madame Martin ?» demanda-t-elle rhétoriquement. « Beaucoup trop. Et savez-vous ce qui est le pire ? C'est que beaucoup retournent avec leurs agresseurs, parfois par peur, parfois par dépendance économique, parfois parce qu'elles croient qu'elles peuvent les changer. » Elle fit une pause significative. « Et vous, que comptez-vous faire ? » « Je ne vais pas y retourner, » répondis-je sans hésiter. « Jamais. » Elle acquiesça, comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Bien, parce que votre mari ne changera pas. Les hommes comme lui ne changent pas. Ils apprennent seulement à mieux cacher leur violence. » Avant de partir, elle me laissa sa carte personnelle. « Appelez-moi directement si lui ou quelqu'un de sa famille essaie de vous contacter ou de faire pression sur vous pour retirer la plainte. À n'importe quelle heure. » Ce même jour, dans l'après-midi, je reçus la visite d'une assistante sociale nommée Pascal. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec une énergie calme mais déterminée qui inspirait une confiance immédiate. « Je suis ici pour vous aider à planifier les prochaines étapes », expliqua-t-elle en déployant plusieurs brochures sur mon lit. « Quand vous sortirez de l'hôpital, vous aurez besoin d'un endroit sûr où rester. Nous avons des places disponibles dans un foyer d'accueil pour femmes battues à Grenoble. C'est à 1 heure de Lyon, assez loin pour votre sécurité, mais pas au point de vous isoler complètement. » L'idée de vivre dans un foyer d'accueil me provoquait des sentiments contradictoires. D'un côté, cela signifiait accepter complètement ma condition de victime. De l'autre, cela représentait une opportunité de recommencer à zéro dans un environnement sûr. « Que se passera-t-il quand le bébé naîtra ?» demandai-je en caressant instinctivement mon ventre. « Le centre dispose d'installations pour les mères avec de jeunes enfants, » répondit Pascal. « Vous pourrez y rester jusqu'à ce que vous trouviez un travail et un logement convenable. Nous offrons également des conseils juridiques, un soutien psychologique et une formation pour la réinsertion professionnelle. » Pendant qu'elle parlait, je réalisais à quel point Mathieu m'avait isolée. J'avais quitté mon travail d'institutrice quand nous nous étions mariés, suivant son insistance pour que une épouse se consacre à son foyer. J'avais perdu contact avec la plupart de mes amis de Marseille. Même ma relation avec mes parents, aujourd'hui décédés, s'était détériorée au cours de leurs dernières années en raison des conflits constants avec Mathieu. « Je n'ai rien, » murmurai-je, sentant le poids de ma situation. Ni travail, ni maison à moi, ni économie. Pascal posa sa main sur la mienne, un geste simple mais réconfortant. « Vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Vous avez fait le pas le plus difficile. Vous avez brisé le silence. Le reste, avec du temps et du soutien, peut être reconstruit. » Durant les jours suivants, ma chambre devint un bureau improvisé où, avec l'aide de Pascal et occasionnellement de Xavier, je commençai à réorganiser ma vie. Nous déposâmes une demande d'ordonnance restrictive contre Mathieu. Nous entamâmes les démarches pour le divorce. Je contactai la banque pour ouvrir un compte à mon nom où je pourrais recevoir l'aide financière à laquelle j'avais droit en tant que victime de violences conjugales. Je reçus également des visites inattendues. Le père de Camille, Monsieur Antoine, venait chaque après-midi après sa partie de belote avec ses amis. Il s'asseyait dans le fauteuil à côté de mon lit et parfois lisait simplement le journal en silence, offrant une présence tranquille que j'appréciais énormément. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire, m'avoua-t-il un après-midi, sans lever les yeux de son journal. Dans les années 60, son mari la battait régulièrement. Personne n'a rien fait. À cette époque, ces choses étaient considérées comme des affaires privées. Il plia soigneusement le journal et me regarda. Elle est morte jeune, officiellement d'une pneumonie, mais j'ai toujours soupçonné que ce sont les coups qui ont affaibli son corps. J'aurais aimé que quelqu'un l'aide comme on vous aide. Ces mots me touchèrent profondément. Ce n'était pas seulement ma bataille personnelle. Elle faisait partie d'une longue histoire de femmes qui avaient souffert en silence, certaines trouvant une issue, d'autres non. Cela me faisait me sentir moins seule, mais aussi plus responsable. J'avais l'opportunité de briser un cycle que beaucoup avant moi n'avaient pas pu rompre. Le 10e jour, je reçus la visite d'Hélène,
la sœur aînée de Mathieu. Contrairement à Marie, qui venait presque quotidiennement avec un repentir sincère, Hélène n'était pas apparue jusqu'alors. Elle entra dans la chambre avec la raideur de quelqu'un qui accomplit un devoir désagréable, mais nécessaire. « Je suis venue t'apporter ça », dit-elle sans préambule, laissant sur le lit une boîte de taille moyenne. « Ce sont quelques-unes de tes affaires. Des vêtements, des documents, l'album photo de ta famille que tu gardais dans le bureau. Je l'ai sorti avant que Mathieu ne rentre à la maison après avoir payé la caution. » La nouvelle me frappa comme un coup de poing. « Il est en liberté ?» Hélène acquiesça, évitant mon regard. « Depuis hier. L'avocat a obtenu la liberté provisoire sous caution. Il a interdiction de t'approcher, bien sûr. » Un frisson me parcourut le dos. Malgré l'ordonnance restrictive, malgré les mesures de sécurité de l'hôpital, l'idée que Mathieu soit libre me terrifiait. « Est-il très en colère ?» demandai-je, haïssant le tremblement dans ma voix, haïssant que son état d'âme m'importe encore. Hélène laissa échapper un rire amer. « Il est furieux, humilié. Il dit que tout ça est une exagération, qu'il t'a à peine touché, que tu as perdu le contrôle de ta grossesse à cause du stress. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant enfin les miens. « Mais je l'ai vu, Isabelle. Nous l'avons tous vu. Il n'y a aucune excuse possible pour ce qu'il a fait. » Son aveu me surprit. Hélène avait toujours été la plus loyale à Mathieu, la plus traditionnelle, celle qui m'avait le plus fait sentir comme une intruse dans la famille. « Je pensais que tu serais de son côté, » dis-je avec sincérité. « Moi aussi je le pensais, » répondit-elle en s'asseyant au bord du lit avec un soupir las. « Toute ma vie, j'ai cru que la famille passait avant tout, que les problèmes se résolvaient à la maison, qu'une femme devait être patiente et compréhensive avec son mari. » Elle passa une main dans ses cheveux, un geste qui me rappela douloureusement Mathieu. Mais ce que j'ai vu à ce mariage, il n'y a aucune justification. Aucune. Nous restâmes en silence un moment, deux femmes unies par un homme qui nous avait blessés de manière différente, mais également profonde. Hélène, avec sa loyauté familiale trahie, moi, avec mon corps et mon esprit meurtri jusqu'à presque se briser. « Tu sais ce qui est le pire ?» continua Hélène, sa voix à peine un murmure. « C'est que ce n'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça. Mon père, il avait aussi ses moments. Jamais aussi publics, jamais aussi extrêmes, mais... » Elle s'arrêta, comme si les mots refusaient de sortir. J'ai grandi en croyant que c'était normal, que tous les mariages fonctionnaient ainsi. À ce moment-là, je compris mieux Hélène. Sa froideur envers moi n'avait pas été personnelle. C'était une carapace protectrice, une façon de se distancier d'une douleur qui lui était trop familière. « Ce n'est pas normal », dis-je avec fermeté, et nous n'avons pas à l'accepter. Hélène acquiesça, et pour la première fois, je vis dans ses yeux une lueur de quelque chose de nouveau, du respect. Elle se leva, lissant des plis inexistants sur sa jupe impeccable. « Je dois y aller, mais je veux que tu saches que, si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu peux m'appeler. Et si Mathieu essaye de te contacter ou s'approche de toi, je te le ferai savoir, promis-je. » Après son départ, j'ouvris la boîte qu'elle m'avait apportée. En plus des vêtements et des documents mentionnés, je trouvai quelques bijoux ayant appartenu à ma mère, un carnet où j'avais l'habitude d'écrire mes pensées avant que Mathieu ne le découvre et ne se moque de mes niaiseries sentimentales, et une petite boîte à musique que mon père m'avait offerte pour mon 16e anniversaire. Je l'ouvris, et la douce mélodie de « Lettre à Élise » emplit la chambre. C'était un rappel de qui j'avais été avant Mathieu, de la jeune femme pleine de rêves et d'illusions qui s'était perdue dans le labyrinthe de l'abus. Cette jeune femme était toujours en moi, blessée mais pas détruite, attendant patiemment d'être redécouverte. Cette nuit-là, allongée sur le lit de l'hôpital, avec le son constant du moniteur fœtal pour seule compagnie, j'écrivis une lettre à mon enfant. Je lui racontais qui était sa mère. Non pas la version craintive et diminuée que j'avais été ces dernières années, mais la femme qui avait existé avant, et celle que j'espérais redevenir. Je lui parlais de mes peurs, mais aussi de mes espoirs. Je lui promis un avenir où l'amour ne ferait pas mal, où la famille signifierait sécurité, pas terreur. Et tandis que j'écrivais, je sentis comment les fragments brisés de ma vie commençaient à se réorganiser, non pas exactement comme avant, cela serait impossible, mais selon un nouveau motif, différent mais potentiellement plus fort au niveau de ces fractures,
comme ces vases japonais réparés avec de l'or, qui montrent leurs blessures comme faisant partie de leur beauté. Les jours à l'hôpital se transformèrent en semaines, et les semaines en un mois complet. Mon corps guérissait lentement, et mon bébé continuait de grandir, défiant les pronostics initiaux. À 32 semaines de grossesse, le docteur Hernandez me donna la nouvelle que j'attendais tant. Je pouvais sortir, bien qu'avec des indications strictes de repos et des visites fréquentes pour surveillance. Le décollement s'est stabilisé, expliqua-t-elle, en me montrant les images de la dernière échographie. Et votre enfant grandit correctement. Ses poumons mûrissent bien, grâce aux corticoïdes. Si tout continue ainsi, vous pourrez aller à terme. Ma chambre s'était progressivement transformée en un petit foyer. Les murs, autrefois nus, étaient maintenant décorés de cartes de vœux et de quelques photographies que Marie m'avait apportées. Sur la table de nuit, s'accumulaient des livres prêtés par Xavier, qui s'avéra avoir un goût exquis pour la littérature sud-américaine. Il y avait même une petite plante de lavande que Camille m'avait offerte, pour que l'air sente l'espoir, avait-elle dit avec son accent provençal mélodieux. Le matin de ma sortie de l'hôpital, tandis que je rassemblais ces petites possessions, je ressentis un mélange de soulagement et d'anxiété. L'hôpital, avec toutes ses limitations, était devenu un refuge sûr. Dehors, le monde réel attendait avec ses défis et ses incertitudes. Pascal vint me chercher dans une voiture officielle du service d'aide aux victimes. « Tout est prêt au centre », m'informa-t-elle tandis que nous quittions Lyon par l'autoroute en direction de Grenoble. « Vous avez une chambre individuelle avec salle de bain privée et quand le bébé naîtra, on vous transférera dans un appartement partagé au sein du même complexe. » Le paysage méditerranéen défilait rapidement par la fenêtre. Des champs d'orangers, des petits villages blancs, le bleu intense de la mer au loin. C'était début mai, et le printemps lyonnais éclatait de couleurs et d'arômes. Je ressentis une pointe de nostalgie anticipée pour cette terre qui avait été mon foyer ces dernières années, mais que je devais maintenant quitter pour nous protéger. « Crois-tu qu'un jour je pourrai revenir ?» demandai-je, plus pour moi-même que pour Pascal. Elle me regarda brièvement, avant de reporter son attention sur la route. « Cela dépend de nombreux facteurs, du processus judiciaire, de votre situation économique, des réseaux de soutien que vous pourrez établir. » Elle fit une pause, considérant ses prochains mots. « Mais oui, je crois qu'un jour vous pourrez choisir librement où vivre, sans peur. » Le foyer d'accueil était situé à la périphérie de Grenoble, entouré de pins et avec vue sur les montagnes. C'était un bâtiment moderne de 2 étages, avec un jardin bien entretenu et un petit parc pour enfants. Rien à l'extérieur ne révélait sa véritable fonction. Cela aurait pu être un petit hôtel de campagne ou une résidence privée. Je fus accueillie par Martha, la directrice, une femme menue mais à la présence imposante. « Bienvenue, Isabelle », dit-elle en me serrant la main fermement. « Je sais que ce ne sont pas les circonstances idéales, mais nous essaierons de rendre votre séjour ici aussi réconfortant que possible. » Elle me montra les installations, la cuisine communautaire, où chaque famille préparait ses propres repas, le salon avec télévision et jeux pour les enfants, la buanderie, et finalement, ma chambre. C'était un espace simple mais accueillant, avec un lit individuel, un petit bureau, une armoire et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. Il y avait aussi un berceau démonté appuyé contre le mur, attendant d'être assemblé le moment venu. Le couvre-feu est à 22h, expliqua Martha. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis de révéler l'emplacement exact du centre à qui que ce soit. Les visites doivent être approuvées au préalable et se déroulent dans un local séparé en centre-ville. Son ton était aimable mais ferme, indiquant clairement que ces règles n'étaient pas négociables. Toutes les femmes ici ont vécu des situations similaires à la vôtre. Certaines sont là depuis des mois, d'autres viennent d'arriver. Je vous recommande de participer au groupe de soutien. Ils sont généralement très utiles. Cet après-midi-là, je fis la connaissance de mes compagnes pendant le dîner communautaire. Nous étions 12 femmes d'âge et d'origines diverses, certaines avec de jeunes enfants qui couraient entre les tables. Je fus surprise par la chaleur avec laquelle elles me reçurent, l'absence totale de jugement dans leurs regards. Romina, une Argentine d'environ 35 ans avec un enfant de 3 ans, s'assit à côté de moi. « Au début, c'est dur », me dit-elle en me servant de la salade dans mon assiette sans me le demander. « Tu as l'impression d'avoir tout perdu. Mais ensuite, tu découvres que tu as gagné quelque chose de plus important, ta liberté. » Les jours suivants, j'établis une nouvelle routine. Le matin,
J'assistais aux séances de thérapie individuelle avec Sophie, la psychologue du centre. L'après-midi, je participais à des ateliers de formation professionnelle ou aux groupes de soutien. Les soirées, je les consacrais à préparer l'arrivée de mon enfant. Tricoter de petits vêtements, lire des livres sur la parentalité, assembler enfin le berceau qui était resté démonté dans un coin. Xavier venait me rendre visite une fois par semaine. Nos rencontres avaient eu lieu dans un café près de la gare routière, un territoire neutre choisi par le centre. Avec le temps, notre relation évolua de la gratitude initiale à une amitié sincère. Il me parlait de son travail de directeur de projet dans l'entreprise de BTP, de ses 2 enfants déjà adultes qui vivaient à Paris, de ses projets de retraite anticipée pour se consacrer au voyage. « Oh, avez-vous pensé à ce que vous ferez après l'accouchement ?» me demanda-t-il lors d'une de ses visites, alors que nous partagions un café, décaféiné dans mon cas. « Je veux retourner enseigner », répondis-je. J'étais une bonne professeure avant que Mathieu ne me convainque d'arrêter. Le centre offre de l'aide pour mettre à jour le CV et préparer les concours. Cela me semble un excellent plan, acquiesça-t-il. Les enfants auront de la chance de vous avoir comme maîtresse. Sa confiance en moi, simple et sans réserve, était comme un baume pour mon estime de soi blessée. Pendant des années, Mathieu avait systématiquement sapé ma confiance professionnelle, insistant sur le fait que mes méthodes pédagogiques étaient dépassées, que les parents se plaignaient de moi, chose que je n'ai jamais pu vérifier, qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que je reste à la maison. La procédure judiciaire suivait son cours. Mon avocate, fournie par le centre, me tenait informée de chaque développement. Mathieu avait plaidé non coupable, affirmant que l'incident au mariage avait été un accident, qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Mais les témoins, plus de 20 personnes qui avaient assisté à l'attaque, contredisaient sa version. Les preuves médicales appuyaient mon témoignage. « Ce n'est qu'une question de temps », m'assura l'avocate. Une jeune femme, mais dont les yeux en avaient trop vu. Avec un peu de chance, il acceptera une reconnaissance de culpabilité pour réduire sa peine. Ma grossesse avançait sans complications, au soulagement de tous. À 36 semaines, lors d'un contrôle de routine, la gynécologue de l'hôpital de Grenoble me fit une surprise. « Votre bébé est en position céphalique et tout semble parfait », dit-elle en déplaçant le transducteur sur mon ventre rebondi. « Voulez-vous connaître le sexe ? On le voit clairement maintenant. » Jusque-là, j'avais préféré ne pas le savoir. Une partie de moi craignait d'établir un lien trop fort avec cet être que je pouvais encore perdre. Mais maintenant, avec l'accouchement si proche, je sentis que c'était le moment. « Oui », répondis-je. « Je veux le savoir. C'est une fille », sourit la docteure. « Et elle semble avoir hâte de connaître le monde. Une fille. Une fille. » Les larmes coulèrent sans contrôle. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de joie pure, pas de douleur ou de peur. À ce moment-là, je décidai de son nom, Espérance, parce que c'était ce qu'elle représentait pour moi, l'espoir d'une vie nouvelle, d'un avenir meilleur. Cette nuit-là, dans l'intimité de ma chambre, j'eus une longue conversation avec ma fille la naître. Je lui parlais du monde qui l'attendait, avec ses beautés et ses dangers. Je lui parlais de son père, non avec haine, mais avec honnêteté. Je lui promis qu'elle grandirait en sachant la vérité, mais aussi en comprenant qu'elle n'était pas destinée à répéter cette histoire. « Tu seras forte », lui murmurai-je, en caressant mon ventre où elle bougeait activement. « Plus forte que moi, parce que tu ne connaîtras jamais la peur comme mode de vie. Tu grandiras en sachant que tu mérites le respect, que ta voix compte, que ton corps est à toi, et seulement à toi. » L'accouchement arriva 2 semaines plus tard, une nuit de juin. Ce furent des heures intenses de douleur physique, mais chaque contraction me rapprochait de tenir ma fille dans mes bras, et cela me donnait la force de continuer. Romina m'accompagna pendant tout le processus, me tenant la main, essuyant mon front en sueur, me rappelant de respirer, et finalement, avec un dernier effort, Espérance vint au monde. On la plaça sur ma poitrine, petite et parfaite, avec une tignasse de cheveux foncés et les yeux grands ouverts, comme si elle voulait absorber immédiatement tout ce qui l'entourait. « Bonjour, mon amour », murmurai-je en embrassant sa petite tête humide. Je t'attendais. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, d'apprentissage et d'adaptation. L'allaitement s'avéra plus difficile que ce que j'avais anticipé, mais avec l'aide des infirmières et des autres mères du centre, nous établîmes bientôt notre propre routine. Les nuits étaient longues, interrompues par les tétées et les changements de couches,
Mais je me découvris appréciant même ces moments de fatigue, m'émerveillant de chaque petit détail de ma fille, la façon dont ses doigts se courbaient autour de mon index, le son de ses soupirs satisfaits après avoir tété, l'expression concentrée sur son visage quand elle observait les ombres sur le mur. 3 semaines après la naissance d'Espérance, je reçus un appel de mon avocate. Mathieu avait finalement accepté une reconnaissance de culpabilité. Il plaiderait coupable de blessures graves et de violences conjugales en échange d'une peine réduite. 3 ans de prison, suivi d'une liberté conditionnelle et d'un programme obligatoire de réhabilitation pour agresseurs. C'est le mieux que nous pouvions espérer, expliqua l'avocate. Cela vous évite le traumatisme d'un procès prolongé et il purgera une peine de prison ferme. De plus, l'ordonnance restrictive est maintenue pendant 10 ans. Je ressentis un immense soulagement. Non pas pour la peine elle-même, car aucune punition ne pourrait réellement compenser le mal qu'il m'avait fait, mais pour la certitude qu'Espérance et moi serions en sécurité pendant un certain temps. 3 ans pour reconstruire nos vies, pour nous renforcer, pour être prêtes quand il sortirait. Le jour où je signais les documents finaux du divorce, 6 mois après la naissance d'Espérance, je me regardais longuement dans le miroir. J'avais changé, non seulement physiquement, bien que les nuits blanches et la récupération de l'accouchement aient laissé leurs traces, mais en quelque chose de plus profond, de plus essentiel. La femme que me renvoyait le miroir n'était plus la jeune ingénue qui avait cru à l'amour romantique par-dessus tout, ni l'épouse terrorisée qui cachait des bleus sous des couches de maquillage. C'était quelqu'un de nouveau, une mère, une survivante, une femme qui avait regardé l'abîme et avait trouvé en elle la force de s'éloigner de son bord. Ce même jour, j'écrivis la dernière entrée dans le journal que j'avais commencé à l'hôpital, juste après l'agression au mariage. Aujourd'hui, je signe les papiers qui me libèrent légalement de Mathieu. Mais la vraie libération a commencé il y a des mois, quand j'ai décidé que je méritais mieux, qu'Espérance méritait mieux. Le chemin n'a pas été facile, et je sais qu'il reste encore beaucoup à parcourir. Il y aura des jours difficiles, des nuits de doute, des moments où la solitude pèsera plus que la liberté. Mais chaque matin, quand ma fille ouvre les yeux et me sourit, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parce que dans ce sourire, je vois un avenir différent. Un avenir où l'amour ne fait pas mal, où la force ne se mesure pas à la capacité de supporter l'abus, mais au courage de le rejeter. Je suis venue au mariage d'Alexandre pour montrer mon visage, pour tenter une dernière fois de faire partie de cette famille. Et à la place, j'ai trouvé mon âme. Brisée, oui, mais aussi libérée. Prête à guérir, à grandir, à aimer à nouveau un jour, peut-être. Mais cette fois, selon mes propres termes. Je fermai le journal et le rangeai au fond d'un tiroir. Peut-être qu'un jour, Espérance le lirait et comprendrait le voyage que nous avions entrepris ensemble. Mais pour l'instant, il était temps de regarder vers l'avant, pas vers l'arrière, de construire de nouveaux souvenirs, pas de revivre les anciens. Dans le salon communautaire du centre, les autres femmes avaient organisé une petite fête pour mon divorce. Il y avait un gâteau fait maison, des ballons de couleur, même une bouteille de mousseux sans alcool. Romina avait peint une pancarte qui disait « Joyeux nouveau départ », avec des lettres brillantes. Tandis que je tenais Espérance dans mes bras, entourée de ces femmes qui avaient traversé des enfers similaires aux miens et en étaient assorties, comme moi, déterminées à reprendre leur vie en main, je ressentis une certitude profonde. Nous n'étions pas brisées. Nous étions en train d'être reconstruites, pièce par pièce, en version plus forte de nous-mêmes. Et à ce moment-là, avec ma fille dans les bras et une coupe de jus de pomme levée pour trinquer à l'avenir, je sus que j'avais trouvé quelque chose que Mathieu ne pourrait jamais m'enlever, la force de recommencer à zéro.